Voilà, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir avec nous Dr Mouna Makrama Abed, qui est députée, sénatrice et professeure à l'université. Merci d'être avec nous, Merci d'être ici. Nous avons également M. Hassan Khalil, qui est maître assistant en finance à Ain Shams. Merci d'être avec nous. Alors, comme on l'a vu dans le petit sujet qui était proposé juste avant, le ministre du Plan a affirmé donc que l'économie égyptienne était repartie du bon œil en 2016. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Docteur Amouna, tout d'abord, très rapidement. On va rentrer plus dans les détails, mais je voudrais juste avoir votre avis très rapidement. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que le ministre du Plan oui, le ministre du Plan a déclaré, donc Dr Ashraf El-Arabi, absolument, a déclaré que l'économie égyptienne était repartie du bon pied en 2016. M. Ashraf El-Arabi est toujours très optimiste. C'est un des meilleurs ministres qui existent. Oui. Mais malheureusement, je ne partage pas son optimisme, parce que avant de dire que nous partons d'un bon pied, il faut nous dire quel est le plan à mettre en exécution, oui, qui va nous permettre d'arriver à un aboutissement positif. Oui. Mais simplement nous dire que nous partons, c'est très bien pour la bonne année, c'est bien pour déclarer ça le 1er janvier, mais j'espère que le 2 janvier, ce sera différent. Et qu'on va se mettre au travail, en gros. Et qu'on va se mettre au travail, en gros, c'est ça? Et qu'on va se mettre au travail. Vous avez dit ce que je pense assez clairement. D'accord. Monsieur Hassan, même question. Est-ce que vous êtes optimiste également? Est-ce que vous pensez que 2017 pourrait être une économie bénéfique pour l'économie égyptienne? Ça dépend. Si on parle du taux de chômage, etc., le taux de chômage s'est élevé, il atteint maintenant 13% en 2016. Si on parle même de la situation de l'inflation, les inflations ont atteint 20% le taux annuel, et ce mois, le taux a atteint environ 50%. Oui, il y a des points négatifs, mais on peut être optimiste si on parle du plan industriel ou de l'industrie. S'il y a des projets industriels en 2017 et en 2018, alors on peut dire que nous sommes optimistes. Et si nous attirons les investisseurs? Oui. Concernant les investissements, je pense que l'Égypte est attirant. Moody's et Fitch, les agences de notation, ont noté l'Égypte entre B- et C+. Alors ça c'est bien, il y a des investissements, il y a les prêts de l'FMI, du Fonds monétaire international. Avec des conditions? Avec des conditions, il y a de l'argent, mais la question c'est comment orienter cette somme pendant les 2 ou les 3 années de l'avenir. Oui. Concernant l'inflation, je ne suis pas très optimiste, pour être honnête avec le peuple. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des défis concernant l'inflation. Maintenant, il y a des barrières concernant les importations. Alors, il est prévu une augmentation dans les prix. Mais ce que le gouvernement doit faire, c'est de fixer les prix des matières premières des produits alimentaires pendant l'année 2017-2018, mais concernant les investissements externes, je suis optimiste. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a un problème de liquidité, de devises étrangères actuellement. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ça? On voit le gouvernement s'engager dans plusieurs projets, dans le 1,5 million de FEDAN, la nouvelle capitale administrative, beaucoup de ces projets. Parce qu'on parle toujours du tourisme, mais j'ai l'impression que c'est une solution qui peut être à la fois bien et pas... C'est pas constant. Voilà, exactement. C'est pas quelque chose de constant, comme vous le dites. Oui. Vous avez parlé de la devise. Selon la Banque centrale, après la dévaluation, l'Égypte a collecté environ 3 milliards de dollars après la dévaluation. Vous savez que le taux de réserve a diminué après la révolution. Il a atteint 19,6 milliards de dollars, c'est trop faible. Mais maintenant, après la dévaluation, on a collecté une somme de dollars. Mais est-ce que cette somme va être orientée vers des projets industriels, vers des investissements? Ça, c'est la question. On entend souvent parler de choses, des découvertes de gisements de gaz énormes, de pétrole. La dernière fois même à Héliopolis, il paraît qu'on a trouvé du pétrole. Est-ce que ça peut... Héliopolis il paraît-il, oui. Oui, il paraît-il. Il y a quelques mois, oui, absolument, oui. Ah bon? Oui. Il faudrait se lancer dans les élections à Héliopolis, alors? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que l'Égyptien moyen
va sentir un jour toutes ces découvertes Regardez, le principal problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les politiciens sont déconnectés du peuple, déconnectés des frustrations du peuple, déconnectés des souffrances du peuple et déconnectés des aspirations du peuple. Et aujourd'hui, le peuple est pas seulement concerné, mais est concerné surtout pour ses enfants, l'avenir des enfants. Ici, l'Égyptien est très proche de ses enfants. Tout ce qu'ils font, ils mettent de côté pour leurs enfants. Ils leur font faire des études particulières, des leçons particulières qui leur coûtent un œil à cause des enfants. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est cette crainte de l'avenir, au lieu qu'il y ait l'espoir dans l'avenir. Et ça, c'est le grand problème aujourd'hui en Égypte, qui cause cette frustration et qui cause en même temps une polarisation de la société, ce qui est assez dangereux en ce moment. Oui. Monsieur Hassan, est-ce que l'Égypte aujourd'hui est un pays attractif pour les investisseurs? Oui. Si on veut parler des chiffres, tout d'abord, avant les chiffres, si on veut parler de la notation de l'agence de notation, Moody's, Fitch, etc., oui, l'Égypte a une notation moyenne, et bien encore, B- ou C+, ça c'est bien, oui, elle est attirante, mais le problème, c'est pas les investissements, comme je vous dis déjà, c'est le contrôle des prix. Ça, c'est le problème ou la problématique qui va rencontrer le gouvernement dans les 3 ou les 4 années prochaines. Vous savez que le commerçant utilise bien la situation actuelle. Oui, mais c'est vrai que les commerçants aussi, on a toujours tendance à tout jeter sur le dos des commerçants, mais les commerçants veulent aussi se faire une marge ou bien gagner de l'argent. Oui. Je parle, il y a deux parties. Si on veut parler des produits importés de l'étranger, ça c'est oui, bien sûr, les prix vont augmenter. Mais je parle des produits locaux. Les produits locaux ne sont pas beaucoup influencés par la situation actuelle, par les dévaluations. Alors, le gouvernement doit contrôler les prix. Les prix des produits locaux ou les prix des produits égyptiens. Avant de contrôler les prix, il faut contrôler la corruption. Oui, encore parce que la corruption est à la base de cette montée de prix vertigineuse, qui est absolument ridicule. Mais c'est vrai qu'on voit souvent aujourd'hui le comité de surveillance administrative qui arrive quand même à trouver des gens corrompus. Tout le monde a vu cette photo avec ce monsieur avec des valises entières de millions de dollars, de livres égyptiennes, etc. Donc c'est vrai qu'on commence à s'activer apparemment pour la corruption. Non, vous n'êtes pas optimiste pour ça? Non, parce que ça ne suffit pas. Il faut avoir une stratégie contre une stratégie pour combattre la corruption, du plus haut fonctionnaire jusqu'au plus petit. Alors là, quand c'est clair, les gens vont comprendre que le gouvernement ou l'État est sérieux et efficace. Mais tant que c'est ça, ce sont des boucs émissaires. C'est tout, un bouc émissaire qu'on lance après... Des boucs émissaires à plusieurs millions de dollars. Après l'attaque de la Botrocée, c'est très bien d'attraper quelqu'un comme ça, alors tout le monde est occupé par ça et on oublie ce qui est arrivé. Non, moi je ne suis pas très... Non, tant qu'il n'y a pas une stratégie claire, une vision, comme on fait d'autres pays. Moi j'étais à Hong Kong. Hong Kong était un des pays les plus corrompus. Aujourd'hui il est le numéro 3 comme le plus transparent, efficace, etc. Parce qu'ils ont vraiment combattu la corruption et celui qui était en charge de ça, c'était le chef de l'État. Donc on rendait compte au chef de l'État et non pas à des institutions différentes qui se battent entre eux. Vous parliez tout à l'heure justement des importations, des commerçants. Je me souviens que dans les années 70, parce que je suis né dans les années 60, donc dans les années 70, je me souviens qu'il y avait beaucoup de produits égyptiens. Il y a des pays qui se sont concentrés, comme je pense à la Turquie par exemple, sur la production, qui produisent beaucoup de choses. Chez nous, alors c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire qu'on produisait une voiture, même si elle était de très mauvaise qualité, la RAM 6, mais en tout cas, il y avait une production de voitures. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on importe tout. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ne se concentrent pas pour commencer à produire eux-mêmes? C'est le budget. Le gouvernement doit focaliser un budget pour la production locale. Il y a des produits locaux, en Égypte, il y a des produits locaux, mais ils ne sont pas de bonne qualité.
Oui, c'est en termes de qualité. On doit améliorer la qualité. Et pour améliorer la qualité, c'est focaliser focaliser une partie du budget national pour la production des produits égyptiens seulement, sans importer. Ça, c'est ce que j'ai prévu pour l'année prochaine. Concernant, je vais ajouter une chose, c'est le budget de l'éducation. Le budget de l'éducation en Égypte représente seulement environ 3% du PIB, ce qui est faible. Si vous voulez que... Vous appelez ça faible? Oui. Je trouve ça médiocre, pas faible. Oui, c'est faible. Pas pour pas jouer sur les mots, mais bon, c'est le la vie est système partagée. éducatif est médiocre, il faut le dire. Oui. Il est médiocre. Je parle des chiffres, les chiffres que j'ai dit faibles, 3% c'est faible. Alors, si on augmente le budget de l'éducation, ça va changer beaucoup. L'éducation, tout, pas l'éducation universitaire seulement, l'éducation des écoles, l'éducation des écoles techniques. Vous voulez de l'industrie, alors vous voulez des écoles techniques. D'abord, il faut changer ce qu'on appelle le mindset. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le mindset regarde d'une manière très négative l'éducation technique. Oui. Ce sont seulement ceux qui ont échoué. Et quand la plupart des industries dans les pays développés se sont basées sur l'éducation technique. Et nous, depuis 1928, nous n'avons qu'une seule école, Don Bosco, qui sort les meilleurs travailleurs, les meilleurs ouvriers, tout ça. On n'a pas été capable, nous, comme Égyptiens, d'établir une école comme celle de Don Bosco. Je peux savoir pourquoi? Parce que on envisage l'éducation technique comme une éducation subalterne. Hein, je le sais parce que j'ai vu ça même dans des proches. Allez-y. Si vous voulez de l'industrie, alors vous voulez des ouvriers bien qualifiés pour avoir une bonne qualité, alors vous voulez focaliser un budget pour l'éducation des techniciens. Voilà. Dans le temps, nous avions toutes ces communautés étrangères, arméniennes, italiennes, grecques. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils élevaient des gens au-dessous d'eux. Et alors on avait de bons techniciens parce qu'ils apprenaient par cette communauté étrangère qui a beaucoup servi le pays. Et depuis qu'ils sont partis, nous n'avions que vraiment très inférieur, tout ce qu'on a. Vous avez très bien dit que tout ce qu'on produit est de... mauvaise qualité. Et il faut dire aussi aux gens qui peuvent peut-être être un petit peu paniqués par les études techniques qu'on peut aussi devenir très riche. En France, par exemple, il y a des cuisiniers, il y a des ébénistes, il y a des menuisiers qui sont très riches et qui ont fait leur propre entreprise. Et même en Égypte, les techniciens sont de l'éducation, ils ont bien profité, ils ont bien gardé une marge de bénéficiaire. Absolument. Allez, on va tourner cette page de l'économie. On va parler maintenant de la politique étrangère de l'Égypte. On va quand même vous garder, puisque il y a aussi une part économique, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'Égypte était assez absente de la scène régionale et internationale. Et peut-être qu'elle a fait son retour ces derniers temps avec le ministre des Affaires étrangères, notamment, qui est assez actif dans plusieurs dossiers. Alors, c'est vrai qu'on va demander à Dr Amona comment est-ce qu'on va traiter avec le nouveau président américain. Est-ce que l'Afrique est toujours notre priorité? On va demander également à M. Hassan Si jamais les Chinois sont toujours prêts à venir. C'est aussi à la fois économique et diplomatique. On va tout d'abord regarder ce sujet de Dalia Karam. L'Égypte, qui a été élue cette année au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent pour le biennium 2016-2017, a présenté mercredi 21 décembre une résolution rédigée par les Palestiniens et présentée au nom du groupe arabe à l'ONU, réclamant l'arrêt de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi 23 décembre cette résolution après la décision des États-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto. Cependant, cette année est marquée par un certain rapprochement entre Israël et l'Égypte. Ainsi, durant le mois de juillet, le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, est allé à Jérusalem, où il a rencontré le Premier ministre israélien. Cette visite est une première depuis une décennie pour un haut responsable égyptien. Le gouvernement égyptien a également rétabli un ambassadeur en Israël. Parallèlement, l'Égypte s'employait activement à renforcer ses relations avec ses frères africains dans tous les domaines. Aussi, le président Sisi a-t-il intensifié les contacts avec ses homologues africains,
en entamant des voyages dans plusieurs pays d'Afrique et en accueillant plusieurs chefs d'État et responsables africains en Égypte. Mais 2016 a surtout témoigné d'un rapprochement particulier avec le Soudan. Le 28 novembre, Sameh Shoukry, le ministre des Affaires étrangères, a rencontré une délégation du comité égyptien-soudanais afin de discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et le Soudan. Cette rencontre fait écho à celle du mois d'octobre entre le président El-Sisi et son homologue soudanais et montre la volonté des deux pays d'essayer de tisser des relations amicales en dépit des tensions liées à la construction du barrage Renaissance sur le Nil en Éthiopie, ainsi que celle à propos des zones contestées du triangle à Leyp. En effet, le retour progressif de l'Égypte sur la scène africaine a été principalement motivé par la nécessité de régler le contentieux avec l'Éthiopie et le reste des pays du bassin du Nil sur le partage des eaux de la rivière. Mais les intérêts de l'Égypte en Afrique vont bien au-delà de cette question de sécurité nationale pour englober celle de développement économique et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. La fin de 2016 a témoigné également des revirements dans les relations entre les États-Unis et l'un de ses principaux alliés au Moyen-Orient, l'Égypte. Après l'élection de Donald Trump, le président Sisi s'attend à de plus fortes relations entre l'Égypte et les États-Unis sous cette nouvelle administration, a indiqué son porte-parole citant un entretien accordé à l'agence de presse portugaise Lusa. Le président a noté que Donald Trump fait preuve d'une profonde compréhension de ce qui se passe au Proche-Orient en général et en Égypte en particulier. Abdel Fattah el-Sisi était le premier dirigeant arabe à adresser ses félicitations au candidat républicain. Après sa victoire, il a dit espérer un nouveau souffle dans les relations entre les deux pays. Le président el-Sisi est aussi le premier dirigeant arabe à avoir rencontré le candidat Trump. Les deux hommes s'étaient entretenus à New York le 19 septembre 2016 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. L'occasion pour le candidat républicain de rectifier le tir après ses déclarations fracassantes et ses propositions clivantes à l'égard des musulmans. Il a ainsi fait part de sa grande estime envers les musulmans pacifiques et comprend que des gens de bonne volonté se sacrifient quotidiennement pour lutter contre la menace croissante du terrorisme islamique radical, comme le note le communiqué publié après la rencontre. Au même moment, le conseiller de Donald Trump en politique étrangère Walid Fares, d'origine arabe, opérait un rapprochement avec le pouvoir égyptien en promettant un renforcement des relations. Au programme notamment inscrire les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes et trouver une alliance pour combattre Daesh et l'extrémisme religieux. Alors, docteur Lamona, est-ce que la principale mission de la diplomatie égyptienne sera de traiter avec le nouveau président américain Donald Trump? Je sais que vous êtes passionnée et une grande connaisseuse des États-Unis. Surtout que je reviens justement des États-Unis et que j'ai assisté à toute la campagne électorale de Trump. Évidemment, il avait des thèmes provocateurs et irresponsables très souvent, mais je trouve qu'il était assez intelligent et rusé, d'abord pour arriver où il en est, et d'avoir pu justement toucher la fibre de ceux qui ont été laissés pour cause, disons, qui est la classe rurale blanche, qui se voit aujourd'hui submergée par l'immigration. Les emplois se font à l'extérieur, le outsourcing là dont on parle, etc. Mais ce qui nous intéresse à nous particulièrement, quelle va être la politique étrangère de Trump envers le Moyen-Orient, envers surtout le monde arabe, et surtout et encore plus envers l'Égypte. D'après ce que nous voyons, les indices nous disent que ça sera une politique différente de la politique de l'administration Obama. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que aux États-Unis, il y a, contrairement à nous, une stratégie. Quiconque est le président doit suivre cette stratégie. Ouais. Et donc les propos qu'on mène ou qu'on a dans une campagne électorale est bien différente de celle où on est élu président de l'exécutif. Ouais. Mais n'empêche que l'élection de Trump va causer un changement sur la scène internationale, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Mais c'est aussi l'occasion de l'Égypte, pas seulement de dire que Trump va être de notre côté, que c'est notre grand ami, etc. Non, il faut réviser des stratégies diplomatiques. Comment agir avec Trump? Comment avoir un plan B? Si aujourd'hui, par exemple,
il décide de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Ça ne touche pas seulement les Palestiniens, ça touche tout le monde arabe. C'est pas un défi, mais un soufflet envers le monde arabe. Bien sûr. Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à perdre ceux qui apparaissent comme ses alliés arabes en faisant ce geste catastrophique? Parce que c'est une erreur inconcevable. Ça, c'est... D'autre part, aujourd'hui, vu une meilleure entente, disons, entre les États-Unis et l'Égypte, ça nous permet aujourd'hui de devenir, peut-être, et ça nous oblige, de devenir des acteurs de la diplomatie internationale. Oui. C'est ça ce que nous devons. Revenir sur l'échiquier politique comme acteurs et non pas comme suiveurs. Ce qu'on nous dit, on suit. Non. On veut nous aussi avoir des initiatives. Et moi, je suis très peiné qu'aujourd'hui, la réunion qui s'est faite à Moscou, il y avait la Russie, la Turquie et l'Iran. Pas un pays arabe. Et pourtant, nous discutons de l'avenir d'un pays arabe. D'un pays qui la Syrie, en été l'occurrence. Complètement disloqué, dont, je ne sais plus, il y a eu 300 000 morts et des déplacés, qui cause un problème à l'échelle internationale à cause des émigrés, des déplacés et des émigrés, etc. Mais la Russie a invité l'Égypte à participer à cette réunion. Maintenant, on dit que l'Égypte sera inclue. Mais après quoi? La véritable réunion a eu lieu à Moscou. Et quoi? Juste après l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie. Alors je trouve que les deux présidents, Erdogan et Poutine, qui sont loin d'être des démocrates, mais qui ont agi avec sagesse, en ne permettant pas à cet incident, c'est pas un incident, à cet accident grave de perturber un peu leur relation qu'ils venaient de reprendre, justement. Alors aujourd'hui, l'acteur que tout le monde regarde, ce n'est pas seulement Trump, mais c'est Poutine. Poutine qui a agi en homme d'État. Évidemment, il a causé beaucoup de problèmes, on ne peut pas le nier, en Syrie. Mais la reprise d'Alep, quand même, aujourd'hui, est à son compte, il faut le dire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont exécuter ceci? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Moi, j'ai entendu ce que j'ai entendu dernièrement, c'est qu'il y a une personne que moi je connais, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, Randa Kassis, qui est à la tête d'un mouvement d'opposition, mais qui n'est ni contre Bachar, ni avec l'opposition syrienne, mais qui comme une troisième voie, et qui semble avoir l'aval de la Russie et de la Turquie. Alors c'est assez intéressant. Mais c'est pour les Syriens de décider, parce qu'à chaque fois qu'on entend par exemple des dirigeants occidentaux dire il n'y a pas d'avenir de la Syrie avec Bachar al-Assad, c'est pas aux Syriens de décider ça finalement? Comment? Ce n'est pas aux Syriens de décider quel est l'avenir de leur pays? C'est à eux à décider d'abord. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire l'avenir de Bachar el-Assad? Bachar el-Assad il ne va pas rester ad vitam aeternam. Il doit partir à un moment donné, mais il faut que le projet, la résolution politique et non pas militaire se mette en place. Et ça, c'est ce que nous espérons, parce que ce qu'on espère, et ça c'est la position de l'Égypte, c'est de garder l'unité de la Syrie et ne pas la morceler comme tout le monde raconte, un État kurde, un État sunnite. Comme ce qui est en train de se passer en Irak un petit peu. Comme ce qui se passe en Irak. Alors nous espérons vraiment qu'il y aura une entente, peut-être. Moi je trouve que la réunion de Moscou, c'était un pas en avant vers une solution politique. On espère. Monsieur Hassan, les Chinois se sont concentrés sur leur économie, et quand ils sont devenus la deuxième, certains même parlent de la première économie mondiale aujourd'hui, ils ont un poids politique. Alors est-ce que nous aussi en Égypte, on doit être peut-être pas un géant, mais en tout cas un grand pays producteur, un pays à forte, avec une économie forte pour pouvoir peser encore plus davantage dans les décisions politiques?
En 2014, la Chine a été élue comme la première puissance économique mondiale. Oui. C'est à cause qu'elle fait des exportations toujours et de l'industrie. Elle est indépendante des autres. Okay? C'est pour cela, est-ce que l'Égypte peut profiter de l'expérience chinoise en termes de l'économie? Oui, bien sûr, parce qu'on a maintenant des points communs entre la Chine et l'Égypte. C'est la monnaie. La monnaie de la livre égyptienne maintenant, elle est faible devant le dollar, devant l'euro. Et c'est le même cas depuis plusieurs années en Chine. Ils ont profité de ça. Si tu as une monnaie faible et tu fais de production de bonne qualité, tu exportes. Enfin, alors, voilà. Non, tu as un avantage par rapport aux autres en termes d'exportation. Alors, tu es le leader. C'est pour cela qu'on peut profiter de l'expérience chinoise en termes de monnaie. Maintenant, on a un avantage. La monnaie est faible devant les autres. Alors, si on focalise un budget pour la production, ça sera mieux. Oui. Mais il n'empêche que la Chine va jouer un grand rôle, surtout que Trump en fait le rival principal. Oui, oui. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une guerre économique. Oui. Il s'entend plutôt bien avec Poutine, apparemment, aussi, Trump. Qui? Trump s'entend plutôt bien avec Poutine, apparemment. Oui, Trump, on va voir. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est l'avenir. Oui. Tout se base, tout tourne malheureusement autour de l'économie. Oui, c'est sûr. Je veux ajouter une chose. Tourne autour de l'économie. S'il y a un pays qui est fort en termes d'économie, elle sera forte en termes politiques. Bien sûr. Il y a une liaison entre les deux. Oui, oui, et ça c'est plutôt l'avenir de la Chine. À part peut-être le Japon qui fait exception, c'est vrai qu'on dit toujours géant économique, nain politique du Japon. J'aimerais vous poser une autre question sur la lutte contre le terrorisme. C'est vrai que la lutte contre le terrorisme, c'est vrai que cette année sera certainement, on a vu que l'année 2016 a été assez sanglante. L'année 2017 risque aussi de l'être au fur et à mesure que le groupe terroriste Daesh s'affaiblit. On a l'impression que son taux de méchanceté, on va dire, et de cruauté dans le monde va augmenter. On a vu un attentat au Caire, à l'église Saint-Pierre-Botoseya. Et hier en Turquie. Et hier en Turquie, absolument. Est-ce que l'Égypte, comment est-ce qu'on peut vaincre Daesh? Est-ce que l'Égypte a un poids à jouer? Est-ce que l'Égypte a un énorme rôle à jouer, mais l'Égypte se concentre plutôt sur le côté sécuritaire. Donc c'est faux. On ne peut pas combattre une idéologie d'une manière ou vue à travers un prisme sécuritaire. Il faut aller à la base. La base, c'est de nouveau, comme nous disions, l'éducation, c'est le discours religieux, et c'est une grande contradiction aujourd'hui que nous voyons, c'est que l'État a d'une part une politique protectionniste, disons envers les chrétiens, et d'autre part une politique où elle soutient, où elle protège le discours salafiste extrémiste. Oui. Et ça ne va pas, les deux ne vont pas ensemble. Alors, il affronte le terrorisme d'une part, mais il manifeste en même temps une tolérance vis-à-vis de l'extrémisme salafiste. Cet extrémisme se produit dans les mosquées, à travers les sermons, où il ne rate pas l'occasion de déclarer que les chrétiens égyptiens sont des mécréants. Oui. Et donc, que les tuer, c'est halal. Oui. Et alors, si vous dites ça à un jeune musulman à l'école, il va grandir en sachant que ce chrétien qui s'appelle Hanna, c'est son ennemi. Oui. Mais vous, au Parlement, justement, vous avez parlé de cette loi sur l'insulte à la religion. Ça doit être valable des deux côtés, non? Comment? La loi sur l'insulte à la religion... le blasphème. Voilà, le blasphème. Oui. C'est vrai que ça doit être aussi valable des deux côtés. Pourquoi on n'a pas vu justement des gens qui ont un discours assez violent envers les chrétiens se faire condamner? J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du discours salafiste, Non, le discours... je parlais d'abord de la réforme du discours religieux dont a parlé le président Sissi. Oui, et personne n'a rien fait jusqu'à présent. Et ceux qui se sont efforcés
de trouver ou d'essayer de trouver une issue à ça, comme Islam El-Behiri, Fatma Naout et ce genre de personnes, on les a mis de côté si on ne les a pas emprisonnés. Bon, alors, où est ce discours religieux? Qui doit le faire? Moi, je trouve que c'est la société civile qui doit le faire. Il n'est pas dit que le discours religieux doit être réformé par des religieux. Il doit être réformé par des civils qui comprennent ce que c'est que la société, qui ont plus de contact, disons, avec le peuple, que les religieux. C'est vrai que la religion a un grand rôle à jouer en Égypte, nous le savons, que ce soit avec les chrétiens ou les musulmans, mais la société civile doit aussi apporter du sien. Mais vous m'avez demandé une autre question, c'était quoi? Non, je vous demandais, en tant que membre du Parlement et sénatrice, vous avez parlé de cette loi sur le blasphème des religions. Je vous demandais pourquoi est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'intellectuels qui ont subi cette loi, qui ont été condamnés à cause de cette loi, mais c'est vrai qu'on n'entend pas, par exemple, des discours haineux envers les chrétiens, des gens qui prononcent ces discours condamnés pour blasphème à la religion également. Exactement. Exactement. D'ailleurs, cette histoire d'avoir une loi contre le blasphème des religions, et moi je suis tout à fait contre cette loi, comme je suis tout à fait contre de juger les gens qui sont contre le terrorisme par des tribunaux militaires dont on parle aujourd'hui. Ça augmentera encore plus la violence et le terrorisme et la polarisation de la société. Donc il y a aujourd'hui des lois contraignantes. Et vous devez en savoir quelque chose à cause de la loi pour la presse aujourd'hui, qui est aujourd'hui vraiment très controversée. Et c'est bien dommage que le Parlement ne soit pas un angle de soutien pour le syndicat des journalistes. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? De la liberté d'expression. Et la liberté d'expression existe dans la Constitution. Si aujourd'hui, le Parlement ou l'État respectait la Constitution, on n'aurait pas tous ces problèmes. Mais personne ne respecte la Constitution aujourd'hui, malheureusement. Allez, très très vite, chacun, en quelques secondes, les priorités. D'abord, au point de vue économique, est-ce que nos priorités économiques, c'est quoi? C'est s'ouvrir plus à l'Afrique, s'ouvrir à la Chine, trouver des nouveaux marchés? Oui, moi je pense la Chine et l'Afrique, mais tout d'abord c'est l'éducation et l'industrie. L'éducation et l'industrie du point de vue interne et externe, oui, c'est l'Afrique et la Chine. Au point de vue politique, justement, au point de vue de la diplomatie égyptienne, les priorités aujourd'hui, c'est quoi? Les priorités, c'est d'essayer d'établir aujourd'hui une architecture politique de cohésion entre les pays arabes. Aucun pays arabe ne pourra faire face à tous les défis qui existent s'il est seul. Il faut absolument une nouvelle stratégie, une nouvelle architecture politique pour pouvoir faire face aux défis qui nous attendent. Et il y a des défis, parce qu'il y a le retrait américain d'abord du Moyen-Orient et des problèmes, ce qui veut dire que d'autres acteurs vont se mettre de la partie, et ça ne veut pas dire que c'est des acteurs qui seront propices ou qui seront positifs envers le monde arabe. La violence reprendra et on ne sait pas où nous allons. Le protectionnisme des États-Unis que prône Trump et l'isolationnisme qu'il prône également sont deux facteurs très dangereux pour la globalité, pas pour l'Égypte ou pour le Moyen-Orient seulement, mais pour la globalité des pays aujourd'hui. Très bien. Allez, on va vous remercier. Merci beaucoup, Dr Amona, Makram Abed. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Khalil. On va se quitter. Et bonne année. Bonne année à vous deux, et puis bonne année bien sûr à tous nos téléspectateurs. Je leur avais souhaité la bonne année en début d'émission. Voilà, on vous souhaite encore une fois donc une très bonne année. Et on vous donne rendez-vous demain de 19h à 20h pour une nouvelle édition de Direct. D'ici là, passez une excellente fin de soirée et une très bonne nuit. Au revoir.